Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir tout le monde, jeudi 19h, c'est live sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui a la meilleure programmation du YouTube Game. Et je vous demande évidemment de le dire, de l'écrire partout, sur vos Twitter, vos Facebook, sur YouTube. Voilà, vous le dites, vous tapez chez votre voisin et vous lui dites, voilà, venez sur Géopolitique Profonde, regardez les émissions. Déjà 91 000 abonnés. Il faut qu'on ait 100 000. Il faut qu'on ait 100 000 avant septembre. Je compte sur vous, je sais qu'on les aura. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'infime honneur d'avoir le capitaine Hervé Moreau pour 2 bouquins, voilà, 2 pavés, surtout un gros pavé. Là. Voilà, ce premier bouquin vendu à 20 000 exemplaires en auto-édition. Je pense que c'est le record de France. Je pense que ça ne s'est jamais fait. Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Voilà. Un capitaine de gendarmerie qui parle, c'est pas tous les jours, sachant qu'en plus, voilà, normalement, il n'a pas le droit. Et ce dernier, là, candidat libre. Donc, on va être là sur ces 2 livres. On va en parler très longtemps, en profondeur. C'est le but de Géopolitique. Bonsoir, mon capitaine. Comment allez-vous? Bonsoir Mike, merci de me recevoir dans Géopolitique Profonde. Excellemment, super, top. C'est un grand honneur, 20 000 livres, 20 000 livres quand même vendus. En auto-édition, sans l'aide des grands médias, sans l'aide d'une grande maison d'édition, c'est pas rien quand même. C'est un itinéraire absolument extraordinaire dans le sens premier du terme, effectivement. Lorsque le manuscrit en lequel tu crois quand même très profondément est refusé par toutes les maisons d'édition à qui tu l'as adressé, eh bien tu te poses la question de savoir, mais comment pourrais-je le faire connaître à de potentiels lecteurs? Donc il faut se lancer dans l'auto-édition, le faire éditer toi-même. C'est ce que nous avons fait, Laetitia, mon épouse et moi-même, et puis on y croyait très très fort, et donc sans éditeur, sans distributeur, sans réseau quel qu'il soit, c'est forcé de le faire connaître. On a créé une page Facebook, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, il y a un peu moins de 3 ans. Et puis, c'est une aventure extraordinaire. C'est démarcher les grandes surfaces, les réseaux de distribution, ceux qui peuvent faire connaître ton livre. Donc, c'est les démarcher un à un par téléphone en se présentant physiquement. Et c'est une très, très belle aventure, une très belle histoire parce que ça permet de faire savoir à tous ceux qui ont des joyaux, qui ont des livres des manuscrits en lesquels ils croient très fort que c'est possible. On peut y arriver. Alors après, il faut croire très profondément en ce que l'on raconte, en son intérêt, bien sûr. Moi, j'imaginais que ça pouvait intéresser un certain nombre de lecteurs, au-delà de mes tout premiers bêta-lecteurs qui me disaient l'histoire est passionnante, nous avons beaucoup ri, nous avons beaucoup pleuré. On est passé par toutes les émotions à la lecture de ton livre, et puis surtout, on a découvert beaucoup de choses sur ce qui est vraiment la gendarmerie nationale, sans faux semblant, sans rien édulcorer. Et c'est vrai que les retours ont été très, très bons. Et les chefs de rayon de grande surface, Leclerc, Intermarché et Super U en outre, voilà, on ont été extrêmement surpris tour à tour parce que le livre se vendait très bien, les réassorts ont été très très nombreux, et puis on arrive quelques années plus tard effectivement à 20 000 exemplaires vendus, et pour un livre auto-édité, je crois qu'en grand format papier, c'est le record absolu, ça n'avait jamais été. Comment vous expliquez cette censure des maisons d'édition? Tiens, qu'est-ce qu'elles ont répondu, ces maisons d'édition, quand elles ont reçu ce manuscrit? Alors, j'ai reçu sur les 40 maisons d'édition auxquelles j'ai eu affaire, j'ai reçu une vingtaine de réponses. La réponse type, en dépit de ses qualités indéniables, votre manuscrit ne mérite pas une publication, n'a pas été retenu par votre comité de lecture. Grosso modo, c'est de cela dont il retourne. Et puis ensuite, quand le succès a été là, quand j'ai passé les 10 000 premiers exemplaires, que le livre est donc devenu best-seller, elles ont été assez nombreuses à revenir vers moi pour la publication du second, et puis pour éventuellement
la réédition de Vérité. Et là, effectivement, pour beaucoup d'entre elles, elles m'ont fait savoir que le manuscrit n'avait pas été lu. Ce qui me désole, parce que lorsqu'on est un jeune auteur sans expérience aucune de ce milieu, voilà, on espère bien entendu attirer leur attention, on espère que les dés ne sont pas pipés. Et à ce moment-là, alors, je leur ai posé la question, je les ai interrogés, mais à ce moment-là, pourquoi envoyez-vous une lettre signifiant à l'auteur que vous avez pris connaissance de son manuscrit, mais que vous l'avez rejeté en dépit de ses indéniables qualités, alors que vous ne l'avez pas lu. Donc, ils en reçoivent trop, donc ça va directement à la benne. Et ça marche, semble-t-il, essentiellement par cooptation. Il faut qu'un auteur de la maison puisse vous recommander pour qu'il puisse être abordé en comité de lecture. Alors, pas tous les livres, heureusement. Je ne doute pas que certaines visiblement, maisons tout marche comme ça dans ce pays. Hein. C'est- C'est-à-dire, s'il n'y a pas de c'est- cooptation de quelqu'un, s'il n'y a pas un petit coup de piston. D'ailleurs, on voit aujourd'hui la nouvelle génération d'artistes qui Oui. sont pour la plupart du temps enfants de quelqu'un, quoi. C'est pas un anonyme qui arrive comme ça avec son baluchon ça n'existe plus ça en France. Ça arrive quelquefois, Mike, et heureusement, l'exception qui confirme la règle peut-être. Donc, mais quoi qu'il en soit, là où ma revanche est satisfaisante, c'est qu'ils l'ont quand même beaucoup regretté. Alors peut-être qu'avec une grande maison d'édition, un grand réseau de distribution, voilà, ce livre aurait peut-être pu être vendu à 100 000 exemplaires. Je ne le saurais jamais, mais déjà, qu'il soit best-seller, c'est déjà absolument extraordinaire, et ça a été un ambassadeur, bien entendu, exceptionnel pour ce qui a suivi, pour Candidat Libre, pour le second qui est la suite de l'histoire, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, beaucoup de satisfaction, et c'est vraiment la preuve qu'avec de la volonté, avec de la persévérance, avec du courage, on peut vraiment y arriver. Ben, évidemment. Et voilà, et ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Voilà, il faut suivre l'exemple du capitaine de gendarmerie Hervé Moreau, mais ça démontre quand même quelque chose, notre société. Ça démontre un entre-soi élitiste et parisien qui fait que, voilà, il n'y a que une partie de la population qui a droit à l'expression, en fait. D'une certaine manière, c'est exact. Oui, d'une certaine manière, c'est cela. Moi, je peux que le regretter, hein, parce que Dieu sait qu'il y a bien des trésors dans des cartons. La France est un pays d'écrivains, la France est un pays de plumes, et je ne doute pas qu'ils sont nombreux, qu'elles sont nombreuses à avoir des trésors voilà, cachés dans des ordis ou dans des bureaux, et qui mériteraient d'être portés à la connaissance des lecteurs. Mais après, oui, c'est la cooptation, je l'ai précisé dans un de mes derniers posts sur ma page Facebook, j'aurais voulu qu'un puissant soit sensible à cette démarche vertueuse qui a été la mienne il y a 3 ans, quand j'ai fini de rédiger mon manuscrit, quand j'ai commencé à le faire connaître, quand j'ai recherché une maison d'édition un puissant qui puisse y être sensible et qui puisse m'aider pour que ce soit moins difficile, moins dur. Mais voilà, l'itinéraire a été celui-là, et finalement je ne le regrette pas, parce que c'est dans la souffrance qu'on s'éprouve. Et on peut être fier lorsqu'on est arrivé à un résultat à deux de manière fusionnelle, comme je le suis avec mon épouse, et cette fierté, on ne le doit finalement comme nous-mêmes. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des facteurs qui ont joué, les médias qui s'y sont intéressés à un moment donné, mais j'avais déjà passé les 5000 exemplaires vendus, donc l'essentiel du travail était fait quand même. Après, voilà, il y a aussi un facteur chance, mais ça, je l'ai raconté aussi dans Candidat Libre, parce que l'histoire de ce livre méritait d'être racontée au grand public. Comment un couple, comment un homme seul, un capitaine de gendarmerie totalement inconnu, ayant rompu le devoir de réserve, ayant décidé de démissionner, pouvait coucher sur 400 pages, voilà, son ressenti dans le cadre du commandement d'une compagnie de gendarmerie départementale, pouvait intéresser des lecteurs qui pour beaucoup ne connaissaient pas ce milieu. Moi, les compliments qui m'ont été adressés sont les plus poignants, finalement, sont ceux de parents de gendarmes qui me disaient mais mon fils, ma fille me parlaient de ce qu'est la gendarmerie nationale, et je ne le comprenais pas. Je ne la comprenais pas, et il me signifiait mais tout m'est apparu clairement quand j'ai lu Vérité. Et là, je me suis rendu compte de tout ce qu'il en était, de la force et des faiblesses de cette gendarmerie nationale. Mais justement, pourquoi avoir rompu ce silence? Quel a été le détonateur? Le détonateur, Mike, c'est au bout de 4 ans de commandement d'une compagnie, c'est le fait d'interpeller quasiment toujours les mêmes, de voir que malheureusement, ceux qui nous font du mal étaient quasi systématiquement relâchés. Donc, lorsque tu passes ton temps avec les victimes, lorsque tu es au fait des souffrances avec tes gendarmes, et que tu constates que tu n'as pas de prise sur les choses, parce que
parce que le système te broie, parce que la justice fait de son mieux, mais l'institution judiciaire, malheureusement, dans notre pays, est extrêmement en retard. Les places de prison n'ont pas été construites. C'est la pierre angulaire de tous nos maux. Les pouvoirs qui se sont succédés, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont jamais décidé de la construction de nouvelles places de prison, et ça, c'est extrêmement préjudiciable. Combien de victimes ai-je eu affaire qui m'ont dit « mais il ne va pas en prison ». Ben non, il ne va pas en prison parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Donc, vont en prison les criminels, vont en prison ceux qui sont coupables. Pardon, Mike ? Où vont ces gens-là? Voilà, cette victime… Ils sont remis en liberté. Celui qui s'est rendu coupable d'agression sur son conjoint, eh bien, est remis en liberté, donc retourne à son domicile, donc continue. Moi, ça m'a toujours catastrophé. Donc, gendarmerie nationale, on fait vraiment de notre mieux. C'est une arme absolument merveilleuse que je défendrai toujours. Je le fais fréquemment lorsque j'ai le bonheur d'être invité dans une émission de radio, sur une chaîne de télévision ou chez vous ce soir, Mike. Mais on trouve vite des limites à notre action parce que le jugement ne dépend pas de nous, bien sûr. Là où la chaîne pénale s'arrête à notre niveau, lorsque l'on défère l'individu avec les éléments de preuve, avec l'enquête bouclée, que ce soit une enquête préliminaire ou de flagrance, et ensuite il appartient à l'institution judiciaire, eh bien d'œuvrer. Mais l'institution judiciaire ne peut rien sans place de prison. On en revient toujours au même. Par rapport à des victimes de braquage, de coups et blessures, de vols aggravés, de harcèlement ou autre, bon ben voilà, on est obligé de signifier notre impuissance, et moi ça m'a gravement atteint parce que les victimes, on les rencontre, on passe du temps avec elles, on veut le meilleur pour elles, on veut protéger la société. Être gendarme, c'est protéger et servir de son mieux, quitte à prendre des risques, hein. J'ai risqué ma vie quelquefois, j'ai pris des coups, et on veut le meilleur pour ceux que l'on sert, on veut le meilleur pour notre population, pour notre France, pour la société dans laquelle on évolue, et on ne l'obtient pas. Et donc à un moment donné, je me suis dit mais c'est plus possible. Il faut que je fasse savoir. Pardon ? Qu'est-ce qu'on dit à une victime qui voit son agresseur en liberté? Comment on affronte ça? Eh bien, on lui dit qu'on en est mortifié, qu'on en est absolument désolé, et qu'on interviendra à nouveau une énième fois lorsque nous aurons connaissance des faits dont il se sera rendu à nouveau coupable. On avoue son impuissance. Moi, je suis quelqu'un qui suis d'un énorme volontarisme, comme l'essentiel des gendarmes et policiers qui œuvrent au sein de nos institutions respectives. Je suis quelqu'un d'une très grande volonté, d'un très grand volontarisme, mais contre cela, on ne peut pas grand-chose, hélas. Donc, on lui fait part de toute notre compassion, de toute notre capacité à le relayer et à le servir encore le moment venu, mais c'est tout. Et ça trouve vite ses limites, hélas. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de la Justice, je ne suis pas membre d'un gouvernement, je ne suis même pas un élu de la République, je ne suis pas député, même si j'ai essayé de l'être pour justement essayer de contribuer à ce que les choses aillent mieux. Mais voilà, on lui signifie notre impuissance, et on en reste là, malheureusement, Mike. Et on se dit, voilà, le rôle qui peut être le mien, c'est de faire savoir, de faire connaître, par contre, à un moment donné. Et puis à un moment donné, lorsqu'il y a une affaire grave d'atteinte à la personne de trop, lorsque l'on sort du tribunal et que l'on est écœuré par le jugement, voilà, qui ne rend pas justice à la victime, eh bien, on quitte la gendarmerie nationale, on pose sa démission, on écrit un livre. C'est-à-dire qu'il y a eu le jugement de trop, en fait. Ouais, il y a eu le jugement de trop, Mike. Moi, racontez-nous justement ce jugement de trop. Non, je recommande à nos concitoyens de se rendre dans les palais de justice, en cour d'appel, au tribunal correctionnel, d'assister aux audiences pour se rendre compte de ce qu'il en est concrètement. Nous, c'est notre gendarme policier, c'est notre lot quotidien, bien entendu, mais nos concitoyens gagneraient à vraiment se rendre compte, à y consacrer quelques journées. Donc, que ce soit pour des affaires ils ne le font pas assez. Ça, c'est vrai, pour le coup. Oui. Oui, il faut la vérité se trouvera toujours sur le terrain. Ça, c'est l'une de mes phrases, que ce soit en opération, que ce soit en zone gendarmerie, ou que ce soit dans un tribunal correctionnel. C'est là que se trouve la vérité. C'est là que vraiment on peut voir les caractères à nu, les situations à nu, et c'est toujours extrêmement formateur et instructif que de s'y rendre, que de consacrer quelques heures de son existence à prendre la mesure de ce que c'est que la justice française rendue au nom du peuple français. Il y a bien des magistrats qui sont capables dans notre pays, hein, qui veulent le meilleur pour les victimes, mais là encore, par rapport à la dureté du code pénal, beaucoup de victimes sont souvent choquées de la faiblesse de la peine qui est infligée aux délinquants, mais là encore,
on a 70 000 places de prison en France. Mais ça Comme fait je au l'ai moins dit, 30 ans qu'on les a à 70 000 ça places. fait 30 ans Je qu'on crois les ça. a, Mike. Ça fait 30 ans qu'on les a. Le président Macron en avait promis 15 000. Il y en a moins de 2 000 Mais qui ont été ses construites depuis 6 prédécesseurs ans. aussi, hein, pour le coup. Pardon? Les prédécesseurs aussi, hein, Monsieur Sarkozy. avait Prédécesseur promis, aussi, Monsieur M. Hollande Hollande n'a avait rien promis. fait, M. Sarkozy n'a rien fait. M. Sarkozy avait décidé de la construction de places et Mme Taubira, ministre de la Justice de M. Hollande, qui a clos le sujet, qui a mis un terme, naturellement. Donc voilà, moi je suis mortifié parce que sans place de prison, on n'y arrive pas. Je fais un comparatif dans Vérité d'un capitaine de gendarmerie vis-à-vis du système pénal américain. Si on avait le même système répressif pénal américain, on aurait 400 000 places de prison en France, 400 000. Donc moi j'estime que voilà, il nous en manque 100 000. Il nous en manque à peu près 100 000 et là on aurait vraiment une nation protégée. Et là ceux qui nous font du mal, ils réfléchiraient à 2 fois avant de commettre les actes délictuels dont ils se rendent coupables. Il y a C'est-à-dire que Pousselin ce qui s'est passé là à Annecy, Oui. est-ce que parce qu'il faut savoir que l'ex-femme de l'assaillant Oui. a prévenu le ministre de l'Intérieur en disant voilà, mon ex-mari est un homme dangereux, pourtant rien n'a été fait. C'est-à-dire que certes, il y a un problème de justice, mais y a-t-il pas aussi un problème peut-être avec les services, avec peut-être aussi les forces de l'ordre, peut-être qu'elles ne sont pas assez, peut-être qu'ils font aussi trop d'administratifs, c'est possible, hein, et peut-être pas, ils ne sont peut-être pas assez aussi sur le terrain. Est-ce que c'est pas un problème global au niveau de… Incontestablement. Incontestablement, Mike. Il y a le problème du dimensionnement de l'administration pénitentiaire, bien entendu, mais il y a aussi la complexité de la procédure pénale qui est extrêmement lourde. Un officier de police judiciaire passe la moitié de son temps sur de la procédure et la procédure qui ne sert à rien, hélas. Qu'il s'agisse des règles de sustentation, de déjeuner, de repas, de repos, de présence de l'avocat, de visite d'un médecin, enfin bref, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement codifié et Dieu sait que dans les commissariats et brigades de gendarmerie, voilà, on est animé d'une vraie éthique. La complexité de la procédure pénale, à mon sens, est totalement injustifiée. Ça fait 30 ans aussi qu'on évoque son allègement et elle ne fait que s'alourdir. Enfin, moi, ça me scandalise parce qu'on ne privilégie pas l'efficacité, on privilégie la forme en lieu et place du fond. Donc, pour revenir à l'affaire d'Annecy, à l'attaque au couteau, voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui se sont agrégés les uns aux autres. Alors, est-ce que l'OFPRA aurait pu mettre un terme à la demande d'asile de l'homme dont il était question beaucoup plus tôt, elle a mis 8 mois, certainement, bien sûr. Est-ce que les relations avec les autres nations de l'Union européenne auraient pu être plus rapides? Le croisement des fichiers également, sans doute. Maintenant, je serais assez tenté de répondre que le CCDA, hein, le Code des étrangers et de demandeurs d'asile, est d'une complexité là aussi extrêmement préoccupante. Il fait 1500 pages. Moi, c'est un code que je connais assez bien. Des OQTF, on a eu à en traiter beaucoup dans le ressort de la compagnie que j'ai commandé en second et malheureusement, voilà, il faut être d'un niveau de spécialisation extrêmement poussé pour y comprendre véritablement quelque chose et c'est un droit qui est assez évolutif et qui va toujours dans le sens du demandeur d'asile ou du migrant. Donc on est aujourd'hui dans une république des juges, dans une république du recours qui consacre notre impuissance et c'est quelque chose que ne comprend pas nos concitoyens. Et comment se porte aujourd'hui l'insécurité en France? Eh bien, l'insécurité se porte on ne peut mieux parce qu'on est dans un pays de très, très grande violence et ça ne cesse de progresser. Je l'ai vu pendant 4 ans, ce sont les 4 ans qui servent de cadre à Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Pendant 4 ans, les crimes et délits sur lesquels j'ai eu à intervenir, nous avons eu à intervenir, mes gendarmes et moi, n'ont cessé de progresser année après année et toujours plus violents, notamment dans le cas des atteintes aux personnes et dans le ressort de toutes les compagnies de France, les 350 compagnies de France et les centaines de commissariats, c'est exactement la même chose. Bien sûr, on est dans une société toujours plus violente parce que les malfrats bénéficient d'une impunité de fait. Ils ne sont pas incarcérés. La seule chose qui parle aux malfrats, c'est l'incarcération. Sur les 500 000 personnes qui sont déférées aux cours d'assises et tribunaux correctionnels en France chaque année, il y en a à peu près 400 000 qui sont 450 000 qui sont condamnés à des peines de prison ferme, accompagnées de sursis partiels ou complets, et tu en as à peine une vingtaine de milliers qui sont incarcérés. Donc 1 sur 20 est emprisonné, Mike. 1 sur 20, 19 restent dehors. Ces chiffres, on ne les donne jamais. C'est-à-dire, non, les chiffres, on ne les donne jamais. Il y a 500 000 personnes qui vont au tribunal, 450 000 condamnations, et sur 450 000 condamnations, 20 000 incarcérations.
Ouais, Enfin, pour un c'est quand même quantum de peine. ce chiffre, il faudra le mettre partout dans tous les médias. Ouais, pour un quantum de peine qui est sensiblement de l'ordre de 7, 8, 9 mois, 7, 8, 9 mois avant une libération. Donc, et puis, bien sûr, il y a aussi les rémises de peine automatiques que je n'évoque pas, mais oui, c'est catastrophique. Donc, tant qu'on n'est pas victime soi-même, ok, très bien, on peut avoir une approche très relaxe des choses, mais la liste des victimes, elle s'allonge de manière extrêmement conséquente tous les ans et elle devient extrêmement préjudiciable. Et lorsqu'on s'est fait péter toutes les dents, lorsqu'on a été agressé sexuellement, lorsqu'on est victime d'un viol, la plupart des viols souvent sont correctionnalisés, c'est-à-dire que on évite une cour d'assises pour gagner de l'argent, pour gagner du temps, donc c'est correctionnalisé, ça passe en agression sexuelle alors qu'il y a viol et au final, les peines sont légères. Donc, moi, je considère que voilà, nous évoluons dans une société aujourd'hui où nos concitoyens ne sont plus protégés. C'est ça, c'est ça le grand drame. La possibilité de prendre un coup est quand même très très élevée. La possibilité de subir une atteinte au bien grave est quand même très élevée. On ne va pas parler chiffres, mais voilà, des centaines de milliers de coups et blessures de dimension délictuelle, c'est-à-dire très grave, avec des ITT à 10, 20, 30 jours. Pour une cigarette, pour un regard, on peut se faire casser la figure extrêmement violemment. Aujourd'hui, les choses se règlent à coups de poing parce que les malfrats sont jamais incarcérés, parce que les 10, 20, 30 000 multirécidivistes de France, ceux qui nous pourrissent l'existence, ne vont quasiment jamais au NIOF, quoi. Donc ça désespère les policiers et gendarmes de ce pays. Bien sûr, mais avant, moi, quand j'étais adolescent, c'était surtout Paris, Marseille, les grandes villes, quoi, la banlieue. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est généralisé partout, même dans les campagnes. Nantes, Grenoble, Annecy, partout. Beaune, bien entendu, en Côte d'Or, partout. Dans les campagnes, partout. Aujourd'hui, personne n'échappe. Personne n'y échappe parce que c'est la règle de l'impunité, parce que le trafic de drogue, de stupéfiants est partout, parce que les atteintes aux biens se multiplient, parce qu'il est plus facile de voler que de gagner sa vie. Mais voilà, néanmoins, l'espoir réside dans le fait que l'immense majorité de notre population est vertueuse, est droite. L'essentiel des gens travaillent, se donnent du mal pour gagner leur vie. Et moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est les protéger, les servir, faire de mon mieux pour éviter qu'on leur pourrisse leur existence. Et donc, ça veut dire être sur le terrain le plus qu'il est possible, mettre des patrouilles sur le terrain, encore intervenir vite en police secours. Et puis faire en sorte, à notre niveau, d'être le plus irréprochable possible, avec des enquêtes qui soient parfaitement menées, conduites, et c'était ma grande fierté. Moi, j'avais des gendarmes absolument remarquables sous mes ordres, hommes ou femmes, pour l'essentiel d'entre eux, et on conserve aujourd'hui une police, une gendarmerie qui est exceptionnelle au regard de la difficulté du métier, au regard de l'accentuation de la violence qui nous est opposée. Donc, je suis toujours profondément heurté quand certains de nos grands politiques s'en prennent à nos forces de police ou de gendarmerie, aux forces de l'ordre, et ces gens-là ne savent pas quelle est la portée de nos mérites, quelle est la portée de notre vocation, de notre passion, parce que c'est de ça dont on parle, une passion pour ce métier. Je sais quand même qu'il y a je dirais une forme de désamour de certains vis-à-vis de leur police nationale, suite à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes ou peut-être avec les manifestations, Manif pour tous. Comment ça se passe avec la gendarmerie? Est-ce que là, pour le coup, est-ce que c'est aussi un peu différent? Parce que vous restez quand même des militaires par rapport aux policiers qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on a des zones d'emploi qui sont très différentes. La police intervient, comme tu le sais, Mike, en milieu urbain et nous en province, en milieu rural. Donc, par rapport aux manifestations gilets jaunes et autres, moi, dans le ressort de ma compagnie, j'ai toujours une approche privilégiant le dialogue. Jamais un coup n'a été porté, jamais une opposition n'a été frontale, dans le ressort de ma compagnie en tout cas. Après, dans les grandes agglomérations, quand tu as des escadrons de gendarmerie mobile ou des compagnies républicaines de sécurité qui interviennent aux ordres de commissaires de police, la dimension peut être autre en fonction des ordres que tu reçois, des charges qui sont menées, des tirs qui sont effectués de manière pertinente ou pas. Au regard de la récurrence et de la fréquence des manifestations, oui, bien sûr, des erreurs ont été commises, des actes ont été perpétrés qui n'auraient pas dû être, et cela nuit beaucoup à l'image de la gendarmerie nationale et de la police, puisque dans le cadre du maintien de l'ordre, les missions sont strictement les mêmes, il n'y a que les matériels qui diffèrent et les conditions d'emploi sont absolument identiques. Donc oui, notre image en a beaucoup souffert, mais là encore, aujourd'hui, au titre des lettres que je reçois de la part de nombreux gendarmes,
puisque voilà, beaucoup me disent, vous avez le bonheur de passer dans les médias, de parler vrai, de dire ce que l'on ressent tous, de dire ce qu'il en est exactement de notre métier. Eh ben, vous êtes parmi les rares qui nous défendez, et moi j'essaie de faire savoir quelle est également leur grande affliction et désespoir quand l'amalgame est fait. La faute de quelques-uns rejaillit sur l'ensemble du corps et c'est extrêmement regrettable, mais hélas, c'est ainsi. Et les médias et les réseaux sociaux. Moi, j'ai quand même l'impression que l'opinion publique a envie d'entendre la voix des militaires. L'opinion publique ne veut pas que la grande muette reste la grande muette. Je ne sais pas si vous avez cette même impression. Oui, j'ai ce sentiment très net, Mike. La grande difficulté, c'est que la grande muette ne s'exprime pas et n'en a pas le droit. Le devoir de réserve est ainsi fait que, au-delà des seuls porte-paroles officiels, gendarmerie ou police, personne au sein de la gendarmerie nationale, au sein des armées, n'a la possibilité de s'exprimer. Ou alors tu rompes le devoir de réserve, tu poses ta démission, comme j'ai eu à le faire moi malheureusement. Et ça m'a beaucoup coûté parce que moi, voilà, protéger, servir, moi la gendarmerie nationale, les forces armées, ça a été 30 ans de mon existence. Voilà, j'ai voulu très tôt faire l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école de Charles de Gaulle, je l'ai faite, j'y suis rentré. J'ai ensuite servi dans l'armée de terre, puis la gendarmerie nationale, un escadron de gendarmerie mobile et en unité de gendarmerie départementale. Et ça a été des années extraordinaires à servir ceux qui en avaient le plus besoin. Et par rapport à tout ce que l'on est amené à vivre, on est au plus près du terrain, donc on sait ce qui est nécessaire à nos concitoyens. On sait ce qui est nécessaire à notre société pour que les choses aillent mieux, parce qu'on a vécu les coups, on a vécu les souffrances, on a vécu les situations difficiles, on a risqué également sa vie. Et pour beaucoup d'entre nous, et à partir de là, on ressent, comme je le précisais tout à l'heure, quand même un très grand sentiment d'impuissance parce que nous demeurons des exécutants, parce que nous n'avons pas voix au chapitre. Et la seule manière que nous avons de pouvoir agir sur les choses, sur le cours des choses, influencer les personnes, eh bien, c'est de faire savoir, faire connaître en écrivant, en rompant le devoir de réserve, en démissionnant et ensuite en rentrant dans l'arène politique, en se disant, mais mince, pourquoi serais-je représenté par telle ou telle personne qui défend si mal mes intérêts, qui n'a pas connu ou qui a si peu connu ce que moi je traverse en termes de souffrance, en termes de difficultés pour gagner ma vie. Et lorsqu'on fait ce choix-là, eh bien, je l'ai fait et je pense qu'on a raison. Et la réflexion qui était la mienne l'année dernière quand je me suis présenté aux élections législatives dans ma 5e circonscription de Côte d'Or, c'est que je me suis dit, mais si j'ai le bonheur d'être élu député, de rejoindre l'Assemblée nationale, beaucoup parmi les militaires de la gendarmerie ou parmi mes camarades policiers se diront, il l'a fait, c'est possible. Je vais essayer de lui emboîter le pas et être candidat à mon tour, et ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant que militaire qui a servi pendant 30 ans, être sanctionné comme ça, parce que vous n'avez jamais été sanctionné pour le coup. Non, jamais. Comment on reçoit ça? Comment on prend ça? On l'accepte, Mike, parce que recevoir une sanction à compter du moment où on a rompu le devoir de réserve, et je l'ai fait, et chose absolument normale, hein, le propre d'un militaire de la gendarmerie nationale est d'être discipliné, bien sûr. Je le suis extrêmement, donc on accepte la sanction, mais c'est vrai que le degré de sanction, le blâme de la ministre était extrêmement élevé pour quelque chose dans lequel moi je croyais sincèrement et beaucoup. Ce livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, j'ai reçu des témoignages extraordinaires de la part du grand public. Beaucoup d'hommes et de femmes m'ont écrit pour me faire savoir à quel point ils avaient été touchés, à quel point les valeurs idéaux qui étaient présents dans ce livre leur paraissaient souhaitable et leur paraissait servir l'avenir de notre pays. Donc, à compter de là, pourquoi me punir pour avoir dit la vérité? Oui, moi, j'en ai été considérablement heurté, mais c'était ainsi. Donc, mais ça sous-entend sans doute, Mike, que j'ai dérangé beaucoup de personnes au plus haut niveau de la gendarmerie nationale et du gouvernement pour recevoir une sanction pareille. Donc, les généraux de gendarmerie ont été foudrages quand Vérité est paru. Ils n'ont pas su pendant très longtemps comment traiter l'auteur dont il était question. Et finalement, le blâme est arrivé 3-4 mois après la parution du livre. Ils s'y sont résolus, le blâme de la ministre qui m'avait été communiqué par le général de corps d'armée Jokers, actuellement général d'armée et inspecteur général de la gendarmerie nationale.
Et après, j'ai pris également 40 jours d'arrêt de rigueur parce que ça a été les plateaux de télévision et j'ai eu à apporter quelques précisions sur ce qui avait été écrit. Donc, tout cela Est-ce que ces conjugué fait que… gendarmes, est-ce que ces généraux de gendarmerie et même de l'armée, enfin de l'armée terre Oui. ou mer, ou ce qu'on veut, bah, ils ne sont pas devenus en réalité des hommes et femmes politiques? Non, non, non. Non, mais est-ce qu'ils ne vont pas de La réponse est politique pour ambivalente. devenir La réponse est gendarme? ambivalente parce qu'à un moment donné, Général, Mike, pardon. tu le sais, quand tu veux faire carrière, quand tu veux aller au plus haut niveau, tu dois absolument ménager tout ce qui peut l'être. Les étoiles sont rares, les étoiles sont chères, encore que les étoiles sont rares. Quand je rentre à Melun en 2002 à l'école des officiers de la gendarmerie nationale, que je passe de l'armée de terre à la gendarmerie nationale, il y a 20 généraux de gendarmerie. Aujourd'hui, ils sont 160 et le nombre des gendarmes est strictement demeuré le même, un peu moins de 100 000. Donc, 160 généraux aujourd'hui, enfin moi j'appelle ça une armée mexicaine, quelques milliers de colonels. Donc, mais ceci dit, quand tu as 2 étoiles, tu veux la 3e, puis la 4e et arriver au sommet. Et donc, effectivement, ces gens-là sont prêts à tout en termes de servilité, en termes de compromission, sont prêts à renier leurs idéaux. Ils sont pratiquement tous Saint-Cyriens, comme je le suis moi-même, donc ce sont des gens que je connais. De ma promotion de Saint-Cyr, il y a aujourd'hui 7 ou 8 généraux de gendarmerie. Moi, je considère que pour beaucoup d'entre eux, ils ont oublié qu'ils n'existaient que pour servir les hommes et femmes qui sont placés sous leurs ordres. Donc, ils privilégient leur carrière, ils privilégient leur avancement, ils se fichent des besoins des hommes et des femmes sur le terrain. Et comme le disait l'empereur, un homme qui n'a pas de considération pour les besoins des soldats ne devrait jamais les commander. Et aujourd'hui, c'est le cas malheureusement. Donc, j'ai assez peu de considération pour les officiers généraux de gendarmerie, pour quelques-uns quand même, qui sont remarquables et de très haut niveau, mais ils sont rares. Donc oui, ils se sont vendus sur l'autel de l'arrivisme, du carriérisme et sur l'autel du pas de vague qui fait énormément de dégâts. Et aujourd'hui, on a un grand problème au sein de la gendarmerie nationale. Depuis quelques années maintenant, les démissions sont extrêmement nombreuses. C'est une véritable hémorragie. Et le porte-parole de la gendarmerie nationale te dira, Mike, tout va très bien, madame la marquise. Non, tout va très mal. Aujourd'hui, les gendarmes les plus anciens comme les plus jeunes, quittent le service actif bien avant la limite d'âge. Certains 6 mois, 1 an, 2 ans après être sortis d'une école de sous-officiers de gendarmerie. Certains adjudants-chefs, majors, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans avant la limite d'âge de leur grade décident de partir parce qu'ils en ont assez. Parce que la gendarmerie nationale est, hélas, gravement pénalisée par le carriérisme, par le pas de vague, par la servilité de certains. Et ils voient que les matériels font défaut, ils voient qu'à la moindre erreur, la sanction tombe. Et aujourd'hui, cela les pousse à la démission. Ils n'en peuvent plus. Aujourd'hui, tu sais, par rapport aux grandes grèves de 89 et de 2002, de 2001 à 2002, les gendarmes ne grognent plus, les gendarmes démissionnent, les gendarmes partent. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable parce qu'aujourd'hui, les recrutements qui sont faits en école de gendarmerie, le niveau est extrêmement bas. Il faut absolument réussir à honorer les compagnies et le niveau est extrêmement bas, toujours plus bas. Et ça veut dire que l'insécurité va être toujours plus haute, du coup. Oui, l'insécurité va être toujours plus haute parce qu'on aura des personnels insuffisamment prêts à faire ce métier et qui se rendront compte très très vite qu'ils ne sont pas faits pour ce métier. C'est un métier difficile là encore, hein. C'est un métier de passion, c'est un métier qui nécessite d'être fait avec un niveau idéal chevillé au corps qui soit quand même puissant. Et aujourd'hui, ce sera de moins en moins le cas. Donc on est confronté à des difficultés certaines et je crois que voilà, une des origines des difficultés réside dans le corps des officiers, dans le corps auquel j'ai appartenu et les officiers, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, ne quittent que trop rarement leur bureau, ne prennent pas assez de risques sur le terrain. La place d'un chef, c'est sur le terrain. La place d'un chef, c'est à montrer l'exemple. La place d'un chef, c'est à prendre les décisions, à donner les ordres qui s'imposent dans les situations d'urgence quelquefois. Mais lorsque vous faites cela, Mike, vous risquez de mal commander, vous risquez de prendre un risque, vous risquez de mettre en danger votre carrière. C'est la raison pour laquelle de nombreux officiers, pour ne pas dire la très grande majorité de ce corps, ne va que très rarement sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement regrettable parce que les hommes le voient, parce qu'ils se disent mais comment puis-je être aux ordres de personnes de ce profil, de cette nature. C'est-à-dire que c'est la bureaucratie qui prend le pas, en fait? Non, c'est le manque de courage. Les bureaucrates? Non, c'est le manque de courage, Mike. Un officier de gendarmerie doit être sur le terrain le plus souvent possible. Et ils y sont finalement assez rarement, le plus rarement possible. Donc, comment c'était il y a 25-30 ans Il y a 25-30 ans,
il y a 25-30 ans, alors voilà, moi j'ai été en gendarmerie que depuis une quinzaine d'années, donc je ne pourrais pas répondre à cette question, mais par rapport à la connaissance qui a été la mienne, c'était tout à fait autre. Il y avait une osmose entre les personnels qui était extraordinaire. Aujourd'hui, c'est l'heure des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'ordinateur portable. C'est l'heure du téléphone cellulaire. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus ensemble ou le moins possible ensemble. Dans un escadron de gendarmerie mobile en déplacement, autrefois, c'était prendre le temps de passer du temps ensemble. Aujourd'hui, dans les escadrons, tout le monde est dans sa chambrée et personne n'en sort. Hors mission, tout a changé, tout a totalement changé et la cohésion en a beaucoup souffert. Il n'y a plus de corps de groupe, d'esprit de groupe. C'est fini, Non. ça. Non, ça c'est terminé, c'est fini. C'est fini du fait de la très grande dissemblance des personnels dans leurs origines, du fait de l'hétérogénéité des niveaux de diplôme, des motivations et des idéaux des uns et des autres. Donc, Mais ça, les origines, ça c'est un tabou. Ça, c'est un tabou de l'armée, les origines. C'est-à-dire Oui, peut-être des gens de la diversité qui peut-être ne se mélangent pas avec, je sais pas moi, des personnels de souche, si je puis dire. Non, pas à ce niveau-là, mec. Quelle que soit l'origine des personnels aujourd'hui en gendarmerie nationale, il y a enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai rencontré, c'est ce dont je peux parler. Il y a une réelle volonté de s'engager, de servir. Il y a de vrais idéaux. Hein. C'est un métier de passion là encore qu'on ne peut pas faire durablement sans avoir cela chevillé au corps. C'est un métier de conviction. Donc quelle que soit l'origine de l'homme ou de la femme, ethnique. Non, on retrouve véritablement cette volonté de servir. Par contre, c'est au-delà des rapports professionnels, c'est la volonté de retrouver son quant à soi. La vie en caserne aujourd'hui est quand même difficilement vécue par la plupart des personnels. La vie en caserne, c'est quelque chose de très spécifique. Vivre ensemble, et de plus en plus d'hommes et de femmes n'en veulent plus, ne le souhaitent plus. Et ça nous pose une difficulté. Moi, à mon sens, on devrait mettre un terme au logement de fonction. Et la gendarmerie nationale ne s'en porterait que mieux. Pourquoi ils ne veulent plus vivre ensemble? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, les réseaux sociaux, l'accès à l'information a fait que leurs priorités aujourd'hui sont autres. On ne vit plus 24 heures sur 24 avec la gendarmerie nationale. C'est terminé. On a besoin de son espace de liberté. Et là encore, par rapport à la difficulté d'exercice du métier, par rapport à ce que les personnels subissent, ils ont besoin de soupapes de respiration, de tranquillité. Et ça, c'est parfaitement nécessaire et compréhensible. Le métier devient beaucoup plus difficile qu'il ne l'était auparavant, incontestablement. On a perdu l'ordre, on a perdu l'autorité, on a perdu le respect. Ce sont des notions qui existent de moins en moins dans notre France contemporaine. Et cela a un coût extrêmement, extrêmement lourd. Et le gendarme, homme ou femme, a besoin de se retrouver dans l'intimité de sa cellule familiale, à faire ce qu'il aime faire. Et c'est tout à fait compréhensible et nécessaire. Donc, on a plus cette volonté de vivre ensemble à H24. C'est terminé. Alors, le sous-titre du livre, c'est « Révélation d'un homme d'honneur en politique ». Est-ce que cet honneur, on le retrouve justement en politique? On le retrouve, Mike, très partiellement en politique. Moi, quand je suis rentré dans l'arène politique, c'était pour poursuivre le combat. Alors, en vérité, un capitaine de gendarmerie a été un ambassadeur extraordinaire parce que c'est le best-seller qui m'a permis d'être connu dans ma circonscription en France, de bénéficier d'une certaine notoriété. Moi, j'ai l'esprit de service chevillé au corps. Moi, ce que je sers, c'est l'intérêt général. Moi, c'est ce qui m'a toujours animé. Je ne suis pas intéressé par le pouvoir, je ne suis pas intéressé par l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à donner une meilleure existence à mes concitoyens, à faire en sorte que les choses aillent mieux. Et lorsque je débarque dans le monde politique, alors je sais assez précisément ce qu'il en est, parce que dans nos fonctions de gendarme, on côtoie les conseillers départementaux, on côtoie les maires, on côtoie les parlementaires, bien sûr. Donc, on en a une idée quand même assez exacte. Mais une fois dans l'arène, c'est encore pire que ce à quoi on peut s'attendre. Parce que dans le cas d'une élection nationale comme les législatives, une élection difficile à la hauteur d'une toute circonscription, c'est quelque chose de complexe qui nécessite des réseaux, qui nécessite d'essayer d'obtenir une investiture pour se donner une chance de succès.
Et là, on s'oppose à des milieux qui sont déjà en place, à des personnes qui se fichent pas mal de l'intérêt général, qui ne pensent qu'à elles-mêmes et qui ne pensent qu'au pouvoir pour le pouvoir. Donc, ce sont des personnes, là encore, qui n'ont jamais vécu la vie de nos concitoyens. Moi, je n'ai jamais évolué, enfin, j'ai évolué dans le secteur privé pendant 4 ans. J'ai été en disponibilité de la gendarmerie nationale pendant 4 années. Donc, j'ai eu à vivre une expérience extrêmement enrichissante dans le secteur privé. Et avant que d'être candidat, cela m'a infiniment servi, parce que là, on se rend vraiment compte de l'existence que peuvent connaître nos concitoyens, de la même manière qu'en ce moment, après 2022, voilà, j'ai voulu occuper un emploi professionnel dans un milieu qui est difficile, éprouvant. Je suis ouvrier agricole, ouvrier viticole dans un domaine de la Côte de Beaune, et j'ai voulu avoir froid en hiver, j'ai voulu avoir chaud en été, j'ai voulu avoir mal au dos, j'ai voulu souffrir, parce que c'est comme cela qu'on se rend compte des mérites des fils de la terre, du monde paysan. C'est comme ça qu'on les comprend. Moi, mon Revenir aux idée, sources, Mike, quoi, en gros. revenir aux sources. Aujourd'hui, avec le numérique et toutes ces choses, on ne crée plus de ses propres mains. Et ça, il faut revenir à ça. Oui, moi je crois très profondément, et surtout si on veut comprendre notre peuple, il faut vivre ce qu'il vit. Moi, mon idée initiale était de passer 6 mois dans les parcelles de vigne, ensuite devenir valet de chambre dans l'hôtellerie-restauration pendant 6 mois, et ensuite travailler dans le recyclage, travailler comme ouvrier, travailler dans la logistique. Alors après, j'aime vraiment immensément ce que je vis tous les jours, de 7h à 18h dans la terre. La terre ne ment pas, c'est là que se trouve la vérité. Donc on verra ce qu'il sera des prochaines années, ce que je déciderai. Mais je crois que ça, c'est très, très important. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées parmi nos représentants politiques ne connaissent pas la vraie vie, ou l'ont connu si peu, ont pour beaucoup d'entre eux été des bureaucrates. Alors, il n'y a aucun mal, bien entendu, à occuper une fonction de service, mais comment voulez-vous représenter nos concitoyens quand vous ne savez pas ce qu'il en est de leurs difficultés? Moi, ça me paraît très préjudiciable. Mais avant de rentrer en politique, quelle image en aviez-vous? J'en avais une image assez négative parce que je voyais à quel point les choses allaient toujours plus mal, Mike. Et lorsqu'on est un officier de terrain, lorsqu'on prend le pouls de la société, lorsqu'on a à entrer dans un domicile après une tentative de meurtre, après des coups et blessures, après des atteintes aux biens, voilà, on se dit, quand on voit des entrepreneurs désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à recruter, parce que la main-d'œuvre n'est pas disponible, parce que ce pays se désespère de cet assistanat qui permet à des millions de nos concitoyens de bien vivre convenablement, mieux que beaucoup d'actifs en tout cas, vivre sans rien faire, on se dit que les choses ne sont pas à leur place. Quand on voit le degré de violence, le désespoir qui, là encore, frappe nos entrepreneurs, du fait de la complexité administrative qui leur est imposée, du fait du racket fiscal qui leur est imposé, on se dit que les choses ne vont pas. Donc moi, j'avais une extrêmement mauvaise image de nos représentants politiques, de nos gouvernants, parce que je me disais, mais mince, c'est cela la France, un pays qui va toujours plus mal, qui se tiers-mondise, un pays qui justifie aujourd'hui de 3 000 milliards d'euros de dette, qui vit à crédit depuis 40 ans, un pays dont les services publics sont toujours plus déliquescents, qu'il s'agisse de nos hôpitaux, qu'il s'agisse de notre système éducatif. Moi, j'estime que c'est catastrophique. Je le voyais avec le niveau d'études et le bagage de mes jeunes gendarmes. Voilà, quand on a aujourd'hui 5 fautes par ligne, c'est juste pas possible. Et je me dis que ce sont ces sénateurs, ce sont ces députés, ce sont ces gouvernants qui ont fait la France d'aujourd'hui, les uns après les autres, et cette situation est catastrophique. Donc on se dit que mince, on doit rentrer dans l'arène, on doit essayer d'y apporter sa pierre, fort de ses convictions, fort de ce que l'on a eu à connaître et à traverser, et on se dit qu'on pourra y faire du bien. Ce que j'ai aimé dans le livre que je vais commencer à lire, c'est que là, il y a tout le parcours politique. Et d'ailleurs, je vais lire ce passage qui me paraît fort intéressant. L'administration, dans toute son horreur technocratique, stérile et désespérante, qui pour partie ne vit que pour elle-même et ne sert avant tout qu'elle-même. Des postes en plus, oui, mais si rarement pour renforcer ceux qui sont en première ligne. Ce sont de gendarmes de terrain, de policiers, de professeurs des écoles, d'infirmières, d'urgentistes dont on a besoin, pas de ronds de cuir qui inventent eux-mêmes leur boulot en, entre guillemets, emmerdant les autres. Au lieu de supprimer des classes d'école, quand supprimera-t-on des rectorats? Au lieu de supprimer des lits de réanimation,
quand supprimera-t-on les agences régionales de santé? Au lieu de supprimer des brigades de gendarmerie, quand supprimera-t-on des états-majors? Est-ce qu'on en crève de cette administration justement aujourd'hui? Oui, on en crève clairement. Rien n'est fait pour simplifier la vie de nos concitoyens, quelle que soit la strate dont il est question. J'ai servi en état-major lorsque j'étais en placard. Après avoir servi en escadron de gendarmerie mobile, j'étais envoyé en état-major et j'ai vu ce qu'il en était, des postes café de 2 heures. J'ai vu ce qu'il en était voilà, du travail qui n'était pas exécuté parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. Lorsque je commandais la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune, j'allais assez fréquemment à la région de gendarmerie par rapport aux réunions auxquelles j'avais assisté ou des ordres que j'avais à prendre. Voilà, il y a beaucoup de personnel qui serait extrêmement utile en unité et qui n'y servent pas malheureusement et qui sont payés à ne rien faire en état-major. Donc la réalité est celle-là, je l'ai dite dans vérité, j'ai explicité ce qu'il en était et c'est extrêmement préjudiciable. Alors c'est les généraux qui ont leur staff vous diront qu'il est absolument indispensable. Moi je dis que non, bien entendu que non, quoi. Vous pourriez en dégager la moitié, Mike, ça tournerait aussi bien, ça tournerait même certainement mieux parce qu'ils ne rechercheraient pas le travail, ils passeraient pas 3 plombes à critiquer les uns et les autres avec leur kawa à la main. Ça irait beaucoup mieux. Donc, on en crève. Voilà. Moins il y aura d'état-major, à mon sens, et mieux nous porterons. Moins il y aura de technocratie, et mieux la France se portera. C'est quand même drôle. En tant que militaire et ancien gendarme, vous étiez quand même fonctionnaire. C'est drôle qu'un fonctionnaire veuille moins de fonction publique. Enfin, quand je dis fonction publique, on s'entend. C'est-à-dire moins de ces gens qui ne servent à rien. On a besoin de première ligne, Mike. On a besoin de gendarmes de terrain, de policiers, d'urgentistes, de professeurs de terrain. On a besoin de la première ligne. Moi, je distingue la gendarmerie de terrain de la gendarmerie d'état-major. Je distingue les unités, les hommes et femmes qui font un travail remarquable, qui prennent des risques, qui tiennent la baraque, de ces généraux, colonels et gradés très supérieurs qui ne font que boire le café, comme on dit. Plus c'est haut placé, moins ça sert. Et effectivement, le constat est celui-là, est véridique. Moi, je suis un partisan de la première ligne. C'est là que les efforts se font. Une partie de notre administration est absolument remarquable de dévouement. Celle qui a affaire aux usagers, celle qui essaie de leur faciliter leurs existences, mais tous les autres, pour une bonne partie d'entre eux, les éminences grises, ce dimensionnement de la fonction publique catégorie A, oui, à mon avis, il y a beaucoup à revoir et ça n'est jamais revu. Et ça n'est jamais revu et ça enfle toujours. Et malheureusement, nos concitoyens payent de lourds impôts pour financer cela. Ça ne suffit jamais et on n'en sort pas. Et ces gens-là nous rendent la vie toujours plus difficile, plus complexe. Aujourd'hui, dans une unité agricole, je vois ce qu'il en est des mesures qui sont imposées à nos camarades agriculteurs et viticulteurs en termes de traçabilité. Qu'est-ce qu'on vous demande de trucs un peu dingues? De traçabilité, c'est lorsqu'une enquête, lorsqu'un inspecteur débarque dans une exploitation, il faut absolument ressortir tous les éléments de marquage des bêtes lorsqu'on est éleveur, tous les produits qui ont été utilisés, les analyses seront faites. Enfin, on marche sur la tête, c'est dingue. Faisons confiance au monde paysan. Moi, c'est un monde que j'ai toujours soutenu, que je soutiens encore davantage maintenant que je travaille en son sein, que j'œuvre en son sein. Enfin, ils sont admirables. Moi, je veux bien qu'on ait des positions écologistes. J'en ai moi-même extrêmement fortes chevillées au corps. Mais combien de hauts représentants des partis écologistes ont déjà évolué dans une exploitation agricole ou viticole? Combien d'entre eux? Où se trouve leur crédibilité? Je vous pose la question, Mike. Si on veut savoir de quoi on parle, il faut vivre les choses. Et c'est en première ligne qu'on les vit, qu'on voit la difficulté. Moi, c'est vrai que par rapport à mon expérience politique, j'ai quand même passé 4 ans dans le privé avant que de revenir en gendarmerie nationale en 2015 à la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune. Et j'ai vu l'efficacité du privé dans des petites agences. On y travaille quand même. C'est le jour et la nuit. Vous l'avez lu dans Vérité, quand je débarque à la compagnie de gendarmerie de Beaune, je visite la BR, comme je le dis, le palais de la Sueur. J'ai pas l'impression que les mecs ils sont à fond, quoi. Et effectivement, il faut passer la seconde, les mecs, parce qu'il y a des justiciables qui attendent que vous vous bougiez pour que les enquêtes avancent. Donc c'est clair. Alors, donc c'est de la nature humaine. Alors j'ai un passage là qui m'a fort intéressé. C'est votre arrivée. Vous êtes venu parler à BFM. J'entends la pause publicitaire dans l'oreillette, puis la régie,
Capitaine, dans 1 minute, le direct. Je rapproche le micro BFM de mon menton. Capitaine direct, antenne dans 10 secondes. C'est parti. Ce ne sont pas les balles qui partent en rafale, ce sont les questions. Et elles peuvent vous tuer aussi sûrement qu'une munition de 5,56 ou de 7,62. Bonsoir Hervé Moreau, vous êtes ancien commandant en seconde de la compagnie de gendarmerie de Beaune en Bourgogne. Vous êtes l'auteur d'un livre, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. En fait, c'est dans cet ouvrage paru à compte d'auteur en octobre dernier que vous avez décidé de rompre votre devoir de réserve. Vous dénoncez des conditions de travail difficiles, un lenteur judiciaire, la faillite du système. Est-ce que vous trouvez que ça fait l'écho à l'actualité? Par exemple, ce qui s'est passé à Reims il y a une semaine, un photojournaliste, un homme de 65 ans qui a été tabassé et qui est encore entre la vie et la mort. On apprend aujourd'hui qu'un deuxième homme a été interpellé, connu des services de police. En ce qui concerne le premier suspect, on sait qu'il avait été condamné à 8 reprises. Bon, voilà. Justement, racontez-nous cette première-là à BFM Télé. Ouais, je prends le blâme de la ministre. Il y a un article qui paraît dans le Figaro Magazine de Cyril Hofstein, que je remercie, qui donne un écho à à cette sanction disciplinaire. Et Laetitia me dit dans le courant de la journée, tu dois absolument te rendre dans les studios de BFM TV. Tu as attendu dans le prime d'Aurélie Casse à 18h30 et je suis officier de permanence à la base de défense de Creil. Je suis à ce moment-là officier de liaison gendarmerie et je ne peux pas m'y rendre. Et là, elle me fait savoir, qu'à cela ne tienne, ils envoient un car régie et des reporters à notre domicile de Gouvieux. Voilà, ils y seront ce soir à 18h30, à 18h, sois prêt à les recevoir. Donc, waouh. Donc, on n'est jamais préparé à ce genre de choses naturellement. C'est la première fois, bien sûr, que j'avais le bonheur et l'angoisse de passer dans une émission prime time sur BFM TV, dans une station de télévision. Et on a à vivre cela. Et ça, c'est un moment extrêmement marquant parce qu'on joue sa vie médiatique, parce qu'on se doit d'être le plus spontané possible, le plus constructif et cohérent possible, répondre aux questions de la journaliste sans les connaître bien entendu. Et c'est une forme d'adrénaline particulière du type de celle que j'ai rencontrée quand j'étais en opération, lorsque je risquais ma vie. C'est exactement la même chose. Et on n'y est pas préparé et on espère simplement qu'on sera à la hauteur. Qu'on parviendra à ne pas cafouiller, à pas bredouiller, à répondre de manière suffisamment construite et élaborée pour que la journaliste en soit satisfaite et que l'impression d'ensemble soit globalement la plus satisfaisante possible. Et je crois que je m'en suis humblement pas trop mal tiré pour un baptême du feu médiatique. Mais la politique, la politique c'est très bien, mais est-ce qu'on peut, même en étant député, parce que j'imagine que vous n'auriez pas été dans un groupe, est-ce qu'on peut changer les choses de l'intérieur? Il me semble que le groupe Lyotte fait du bon travail. Si je n'avais pas fait partie d'un groupe parlementaire, moi je crois vraiment qu'on peut agir. Je crois vraiment qu'on peut agir, qu'on peut arriver lorsque on a l'expérience, lorsqu'on a la volonté d'y arriver, de ne pas manier la langue de bois, d'être sincère. On peut mettre sa notoriété au service de l'intérêt général, au service de l'avancée des points qui nous paraissent essentiels. On est un député parmi 577, on fait partie d'un groupe qui compte 80, 120, 200, 300 députés, que sais-je. J'ai l'intime conviction que la volonté peut là encore déplacer des montagnes, que l'on peut convaincre les leaders de son parti, qu'on peut être remarqué, qu'on peut user de son expérience pour les amener là où les choses nous paraissent importantes, voire essentielles. Moi, j'y crois profondément. C'est comme disait l'empereur, chaque soldat a son bâton de maréchal dans sa giberne, et au niveau de la députation, c'est exactement la même chose. Chaque député peut avoir la capacité d'influencer les leaders de son parti pour apporter ce qu'il croit véritablement nécessaire à son pays. Et on le peut d'autant mieux quand on a connu l'épreuve du feu, quand on a entendu les balles siffler, quand on a eu à risquer sa peau, quand on a vécu ce genre d'expérience, qu'on en est sorti vivant. On a une crédibilité que beaucoup de nos coreligionnaires homologues n'ont pas. Risquer sa vie quand on a été un soldat, quand on a été un gendarme, un policier, ça a un sens extrêmement profond. Ça apporte la preuve que l'on peut mourir pour son pays. Ça, c'est extrêmement, extrêmement fort, Mike. Ça, tu ne triches pas.
Tu ne triches pas, tu ne peux pas tricher à ce niveau-là. Moi, ça a failli m'arriver 2-3 fois dans ma carrière. Voilà, et tu prends les choses ainsi parce que tu aimes ton peuple, parce que tu aimes ton pays. Pour beaucoup de soldats, de policiers, de gendarmes, ouais, c'est l'esprit de sacrifice. C'est ce qu'on nous enseigne à Saint-Cyr. Moi, c'est ce qu'on m'a enseigné à Saint-Cyr pendant les 3 années que j'y ai passé. Et tu l'as fermement au corps et au cœur pour tout le reste de ton existence. Alors, certains parmi nous se sont reniés, là encore, sous l'autel de l'arrivisme et du carriérisme, ont oublié leurs idéaux, ont oublié tout ce qui était leur engagement et leur vocation. Mais pour ceux qui le conservent à l'état pur, ça donne des engagements qui ne se démentent jamais dans la durée. Ceux qui ont oublié, comme ce colonel de commandant, tiens, je vais lire l'extrait. Le 21 février 2021, le colonel commandant, la base de défense interarmée de Creil me fait savoir que je suis convoqué le jeudi 25 février à 11h par le général de gendarmerie dont je dépends hiérarchiquement. Enfin, nous y sommes, je vais savoir. Il aura fallu 4 mois pour décider d'une sanction à la hauteur de la supposée gravité des actes commis. Je suis convoqué, mais j'ai déjà gagné. Je ne suis pas le glorieux et grand César, mais dans quelques jours, il me sera possible d'affirmer Veni, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vous connaissez la suite. Vous savez à présent comment s'est passé l'entretien. Vous êtes au fait de la sanction qui m'a été infligée. Vous connaissez le déroulé des événements s'étant succédé durant ce mois de mars 2021. La mise en lumière médiatique, l'explosion des ventes, la diffusion de mes convictions et de mes idéaux et les prises de risques inconsidérées en matière de réimpression successive de mon ouvrage. Toutefois, après l'euphorie médiatique, la fête est finie. Les feux d'artifice ont été tirés, les bouteilles de Bourgogne ont été vidées, les convives sont repartis et c'est à présent gueule de bois et migraine persistante. Vous n'ignorez pas que je me trouve à présent à l'arrêt, à défaut d'être aux arrêts de rigueur, dans une situation critique. Et vous, comme moi, nous demandons comment je vais bien pouvoir m'en sortir, quelles sont les ressources que le loup blanc pourra bien mettre en œuvre pour s'en sortir. Comment était la gueule de bois, justement? Elle était dure, compliquée? Ouais, j'ai perdu beaucoup d'illusions, mais là, ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai vécu aussi les joies et les souffrances de l'entrepreneuriat. Lorsque l'on crée un livre, lorsqu'on édite, lorsqu'on y croit passionnément, on prend des risques. On prend des risques pour éviter la rupture de stock et quand les ventes ne sont pas au rendez-vous parce que le soufflet est retombé, on se rend compte de ce que c'est que créer, ce que c'est que créer de la richesse. Prendre des risques pour développer, pour répondre à de possibles attentes de ses lecteurs. Et pour vraiment aller au bout de cette interrogation, il faut la vivre. Et moi, je suis extrêmement heureux de l'avoir vécu. Alors là, la situation telle que je les raconte au début de Candidat Libre est extrêmement préoccupante. Il y a beaucoup d'argent en jeu, bien sûr. J'ai pris beaucoup de risques, trop de risques sans doute. Mais c'est l'expérience là aussi qui rentre. Et ça m'a permis de comprendre ce que vivaient nombre des entrepreneurs dans ce pays. Justement, vous avez fait un prêt en tant que candidat libre de 25 000 euros. Vous avez fait un prêt de 25 000 euros. Si vous n'aviez pas fait les 5%, vous perdez 25 000 euros. Ouais. C'est quand même pas rien. Lorsque je décide de refuser les investitures qui me sont proposées, accepter une investiture, c'est être certain de passer les 5%, Mike. Alors, quelle investiture déjà vous avez refusé? Pardon? Quelle investiture avez-vous refusé déjà? J'ai refusé l'investiture de Reconquête, de Debout la France et du Rassemblement national. J'avais essayé, je le raconte dans le livre, tout le chemin de LR. De LR, oui. J'ai fait l'école de Charles de Gaulle, j'ai fait l'école de Saint-Cyr. Donc, moi, j'étais fidèle à Charles de Gaulle. Je ne connaissais pas grand-chose en politique, mais je m'étais dit, je vais essayer d'ambitionner une investiture chez les Républicains, le parti héritier de Charles de Gaulle. Et puis, j'ai vu concrètement ce qu'il en était semaine après semaine. Eh bien, je me suis opposé au clientélisme de ceux qui étaient déjà en place, du renvoi d'ascenseurs, des coûts qui n'ont pas cessé, du favoritisme en fonction des intérêts des puissants barons locaux. Et c'est exactement la même chose dans toutes les circonscriptions de France. Donc, j'ai eu beaucoup à en souffrir. On se dit, mais mince, je suis quelqu'un de vertueux, je peux réellement gagner avec cette investiture. Je ne l'obtiens pas parce que les coûts n'ont cessé d'arriver de toutes directions. Il y a un passage que je vais lire qui peut être intéressant justement concernant LR. Oui. Sans surprise, de retour à Merseuil, je reçois un appel téléphonique de l'un de mes soutiens, militant et membre du comité départemental
des Républicains qui m'éclaire sur ce qui s'est passé juste avant que nous n'arrivions. Interrogé par Abad sur les candidats, Abad qui aujourd'hui est En Marche et qui est empêtré dans des affaires de mœurs. Oui. Et donc, interrogé par Abad sur les candidatures à l'investiture par les législatives en Côte d'Or, l'un des responsables présents s'est longuement épanché sur la 5e circonscription, donc la vôtre, et il semble qu'il m'ait copieusement dénigré. Oui. Cette candidature, donc la mienne, nous n'en voulons pas. Il n'a aucune chance, personne ne le connaît, il sort de nulle part, son livre est un échec cuisant, il ne s'est pas vendu. Bien sûr, il s'est fait le laudateur de cette Charlotte F. Peut-être qu'aujourd'hui il a des problèmes avec elle, je ne sais pas, je me demande. C'est une femme jeune et brillante, elle est formidable, elle représente l'avenir. Elle est connue, lui demande Abad. Non, nous la ferons connaître. Bon, rien que ça. Cousu de fil blanc, vous avez beau être le plus vertueux, le plus exemplaire, le plus connu, le plus en phase avec les attentes de la population, le meilleur candidat qui puisse être pour le parti, vous vous heurterez toujours aux résistances et aux oppositions des potentats locaux et de ceux qui le servent. Bon, là, pour le coup, vous avez été un peu naïf, mon capitaine, non? Non, je voulais le vivre. Je le savais, je voulais aller jusqu'au bout du processus, je l'ai vécu. Je savais très bien que les planches étaient siphonnées, que la chance d'obtenir l'investiture était quasiment nulle, mais j'ai voulu la tenter néanmoins. Et ensuite, lorsque les autres investitures me sont proposées, je les refuse parce que je suis pas un opportuniste, parce que je décide pour une première candidature d'y aller seul, et ça me paraît vertueux. De la même manière, quand je vois mon banquier que je sais de lui emprunter 25 000 € et qu'il me dit, mais mon capitaine, Monsieur Moreau, le capitaine est devenu fou. Un candidat divers droite ou divers gauche ne fait que 1%, donc l'ardoise des 25 000, ce sera pour votre gueule. Je lui dis, mais attendez, le panache en politique, c'est ça aussi. C'est risquer sa peau en gendarmerie nationale, c'est risquer sans la dette abyssale en qualité de citoyen et de candidat, et je prends ce risque. Et puis je l'assumerai, parce que oui, la politique a besoin de panache, la politique a besoin qu'on ne calcule pas toujours, et j'ai fait effectivement 6,93%, presque 7%, ce qui est extrêmement prometteur pour une première candidature, sans parti, sans appui, sans mentor, avec très peu de soutien, et effectivement, le microcosme politique a reconnu que c'était un résultat enviable. Nous étions 4 officiers de gendarmerie candidats en France. Le capitaine Julien Brunet à Toulon, il a fait 1%, je crois. Le général d'armée Gilles, dans le sud-ouest. Le général de corps d'armée Soublé. J'ai fait le score le plus élevé, donc j'ai réussi à battre des généraux d'armée et de corps d'armée. J'en étais assez fier. Mais quoi qu'il en soit, oui, effectivement. Est-ce qu'on peut, Pardon ? très sincèrement, être élu député sans l'appui d'un parti? Non, c'est absolument impossible. C'est absolument impossible, si ce n'est quelques parcours extrêmement particuliers avec des longévités politiques certaines, avec des appuis bien ancrés, avec certaines circonstances, oui, c'est envisageable. Mais lorsque vous êtes un candidat néophyte, encore peu connu, relevant d'une certaine génération spontanée, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas. Je serai à nouveau candidat dans 4 ans si je parviens à obtenir une investiture. Sinon, je ne serai pas candidat. Sans investiture, si je recommençais avec la campagne de terrain que j'ai menée, avec une année de porte-à-porte, je me suis rendu dans 160 des communes de ma circonscription qui en comptent 220. J'ai fait une année de porte-à-porte à rencontrer les personnes, hommes et femmes, à leur domicile, à les écouter, à voir ce qu'il en était de leurs difficultés, de leur précarité quelquefois. Et là, on analyse vraiment ce que sont les besoins à la hauteur d'une circonscription. Mais si je réitérais cela, je ferais peut-être la prochaine fois 10 ou 12%, mais je ne serais pas élu. Donc, on ne peut pas s'affranchir d'un parti et d'une investiture. Mais comment se fait-il? Alors, ça, c'est la question que je me pose. Comment se fait-il que les gens ils disent pour la plupart du temps dans les sondages d'opinion, oui, nous en avons marre des partis, nous en avons marre des politiques, des ceci, de cela. Et en fin de compte, ils ne votent pas pour les gens qui sont hors des partis. Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? C'est exactement cela. Beaucoup me l'ont dit, porte à porte, dans le blanc des yeux. Effectivement, ils étaient extrêmement surpris de voir un candidat aux législatives à la porte de leur domicile. Ils n'en avaient jamais vu. Ils étaient très, très sensibles à ma crédibilité d'ancien officier de gendarmerie, ayant eu à risquer, à protéger et à servir. Mais concrètement, dans l'isoloir, on se heurte au vote dit utile. Les personnes se disent, je crois en cet homme, je crois en sa vertu, en sa droiture, je crois en sa capacité
à réussir à défendre mes intérêts, mais dans l'isoloir, ils sont dubitatifs sur le fait de parvenir à être au second tour, premier ou Comment vous deuxième. l'expliquez ça? C'est juste le vote utile? Ouais, on se heurte vraiment au vote utile. On se heurte également au poids des partis. Beaucoup de personnes votent Républicain ou Rassemblement National ou Reconquête ou Renaissance aujourd'hui, par fidélité à une ligne, quel que soit l'homme ou la femme qui candidate au titre de ce parti. Donc, il y a vraiment le vote pour le parti, le vote utile qui joue, et les deux agrégés font que vous n'avez aucune chance. C'est-à-dire que les partis ont encore un grand avenir, si je puis dire. Ils sont absolument incontournables. Incontournables. Vous regrettez de ne pas avoir pris une investiture? Je l'ai regretté. Oui, je serai sincère, je l'ai regretté parce que je serais peut-être aujourd'hui à l'Assemblée nationale en mesure Par de exemple, défendre mes convictions. une investiture Rassemblement national? Ça aurait été une vraie possibilité, bien sûr. L'investiture Reconquête aussi, pourquoi pas. Ou de Bah, vous la Reconquête, France. vous n'auriez pas été à l'Assemblée nationale. Probablement, mais moi je suis un grand partisan de l'Union des droites, Mike. Je suis un très très grand partisan de l'Union des droites. Si l'Union des droites avait été existante, les résultats auraient sans doute et peut-être été autres également. Moi, j'ai appelé à voter au second tour pour le candidat du Rassemblement national, pour mon ami René Lioré, qui a fait 46%. Il a presque réussi à devenir le député de la circonscription et nul ne sait ce qu'il en aurait été. Mais c'est ainsi. Mais quoi qu'il en soit, pour répondre à votre question, oui, les partis sont absolument incontournables et sans investiture, on ne peut pas y arriver. Donc, nous verrons bien ce qu'il en sera dans 4 ans. Alors, il y a eu un passage qui était sympathique. C'est ce passage où vous rencontrez Madame Pécresse. Tiens, racontez-nous. Oui, Madame Pécresse. Oui, je vais la voir à un meeting à Dijon, je l'écoute, voilà, je la rencontre. C'est des moments rares, cela, parce que vous pouvez avoir accès à des personnes qui quelques semaines ou quelques mois plus tard seront peut-être président de la République, ou Premier ministre, ou en tout cas ministre, quel qu'il soit, donc qui seront absolument devenus inaccessibles. Donc vous écoutez son meeting, vous lui posez des questions. Je crois que je ne lui pose pas de questions cette fois-là. Et puis je la rencontre à l'issue, je lui suis présenté. Et je crois comprendre qu'elle parvient à m'identifier, mais oui, je vois qu'elle ne, et je ressens, je suis quelqu'un d'assez intuitif, je ressens qu'elle ne se soucie, qu'elle ne se préoccupe que de sa seule personne, et peu importe son interlocuteur, à partir du moment où il peut lui apporter quelque chose, il est d'un certain intérêt, et dans le cas d'un contraire, absolument aucun. Et ouais, quand je l'ai rencontrée, ça m'a heurté parce que bien entendu, moi, ce que je ressens et ce qui me porte, c'est qu'il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Vous ne pouvez pas leur donner du temps à toutes et à tous, bien sûr. Moi, au regard des lettres qui me parviennent, manuscrites ou des courriels, j'ai beaucoup de mal à tenir mon agenda à jour, à répondre à toutes et à tous. Souvent, les situations sont complexes, mais quand même, je m'efforce l'essentiel du temps de répondre. Et lorsque vous avez un interlocuteur qui vient vous solliciter, lorsque vous passez quelques secondes, quelques minutes avec lui, moi, je crois profondément au fait que vous devez lui apporter toute votre attention. Vous êtes avec lui, avec elle et uniquement avec lui ou avec elle. C'est ça, aimer les gens. Moi, j'aime profondément les gens. C'est pour ça que je les ai protégés et servis pendant 30 années. C'est pour ça que je suis rentré en politique. C'est pour ça que je vais essayer de poursuivre et de tenir parce que au bout, il y a la possibilité d'avoir une action sur les choses, sur cet intérêt général qui m'est si nécessaire, qui nous est si nécessaire. Sans considération de pouvoir, là encore, la vie est courte sur Terre. On est brièvement sur Terre. Moi, c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup parce que j'aurais pu mourir en quelques circonstances et cela vous fait voir la vie différemment. Vous savez que tout peut s'arrêter brutalement et moi, j'ai la certitude profondément ancrée que l'on est sur Terre pour être utile, pour faire en sorte que les choses aillent mieux, pour faire en sorte que les existences du plus grand nombre soient facilitées par ceux qui ont le pouvoir d'agir sur les choses. Et moi, c'est ça qui me porte. Et donc, pendant cette fraction de seconde, je n'ai pas eu le sentiment que c'est ce qui animait Madame Pécresse, non. Alors, la première réunion publique, je vais la lire. Mercredi 7 mars, 18h30, nous sommes accueillis chaleureusement, Laetitia et moi. Laetitia Moreau, qui est très présente dans votre vie, voilà, oui. Par Jean-François C, c'est pas Jean-François Copé, le maire de Flagey et Chezeaux, en sa salle des fêtes.
Les 2 années de crise sanitaire ont fait beaucoup de mal, me confirme-t-il. Les gens sont devenus beaucoup plus casaniers. Il est devenu beaucoup plus difficile de les faire sortir de chez eux. Nous organisons la salle comme nous le ferions pour une réunion publique de campagne. L'alignement des chaises, la table, le pupitre. Il ne manque que le drapeau. Bien sûr, en ces circonstances, on cultive une certaine appréhension. C'est l'inconnu, c'est la découverte. On craint le bide, on redoute qu'il n'y ait personne. Et là, qu'est-ce qui se passe, mon capitaine? Et puis là, de mémoire, il devait y avoir une quinzaine de personnes qui se sont déplacées et on essaie d'être le meilleur possible. Alors, c'était une conférence, je donnais une conférence sur la sécurité au sein de la circonscription, avec ce parler vrai qui me caractérise et on passe de mémoire 2 ou 3 heures ensemble. La conférence dure 1 heure et ensuite, ce sont des débats et des échanges extraordinaires pendant l'heure ou les 2 heures qui ont suivi. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Ces gens, ils veulent savoir ce qu'il en est de la vérité. Ils veulent savoir ce qu'il en est de votre cursus professionnel, de ce que vous avez eu à vivre, de ce qu'il en est de vos motivations, de ce qu'il en est des dangers qui les menacent. Et ils sont extrêmement sensibles au fait d'avoir pour interlocuteur quelqu'un qui dit profondément la vérité avec une très grande sincérité. Et cela ne leur est pas arrivé si souvent. Et ils sont sensibles. Donc vous décortiquez, vous analysez, vous explicitez tout ce qu'il en est dans ces domaines-là, dans ces problématiques-là. Vous répondez à toutes les questions et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et vous y répondez avec le talent, la foi qui soit la plus profonde possible. Et ça dure effectivement pour une première réunion qui sert de préparation aux 15 meetings que je tiendrai pendant la campagne sur toute la circonscription, qui sert de préparation. Eh bien, vous prenez la mesure des attentes de ceux qui vous font face. Alors certes, le nombre est extrêmement limité. Les autres meetings sont très remplis pour le coup. Et alors là, j'imagine qu'il y a un track parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des meetings. Non. Comment ça se passe? Non, Mike. Étonnamment, il n'y a pas de trac parce que lorsque vous avez risqué votre vie, lorsque vous avez connu le danger, ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple parce que vous êtes au fait de votre programme, vous savez exactement ce que vous voulez pour vos concitoyens, ce qui vous paraît nécessaire, vous le maîtrisez sur le bout des doigts, vous essayez de l'exprimer de la meilleure manière possible. Et puis c'est parti, et puis ça déroule. Il y a 100 personnes, 200 personnes. Quelquefois, il y a eu 2 personnes, notamment lorsqu'il faisait ces journées de canicule à 40 degrés où les gens ne se déplaçaient pas. Mais qu'il s'agisse d'un meeting à 200 personnes, meeting de clôture à 200 personnes, ou qu'il y ait 2 personnes dans la salle, c'est avec la même foi que vous délivrez le message, avec la même volonté de convaincre, avec la même volonté d'y arriver. Et c'est la même chose lorsque je suis en dédicace pour mes livres. J'y serai d'ailleurs samedi à Digoin. Lorsque vous avez 30, 40 personnes qui viennent vous voir ou lorsque vous en avez seulement 2, c'est extrêmement variable en fonction de la publicité, de la promotion qui a été faite par la librairie ou par la grande surface qui vous reçoit. Vous le faites avec la même conviction, la même sincérité parce que vous devez le meilleur à ceux qui se sont déplacés. Et moi, c'est toujours un très grand honneur que d'avoir de nouveaux lecteurs, que de pouvoir échanger avec eux, que de leur préciser ce qu'il en est des motivations qui ont présidé à l'écriture de ces livres, de ce que j'ai vécu. Et ouais, c'est la même flamme, c'est la même envie, c'est la même motivation. C'est pareil. Et arrive le premier tour des législatives, les résultats s'égrènent les uns après les autres, au fur et à mesure que nos assesseurs nous contactent et nous informent. Enfin, j'apprends mon résultat final. Je termine 5e avec 6,93% et 2980 votes en ma faveur. J'ai presque fait 7% et 3000 voix. Je suis déçu, mais réaliste. J'espérais plus, mais sans investiture, sans rattachement à un grand parti, c'était mission impossible. Mon banquier est heureux, j'ai dépassé la barre de 5% et je ferai donc rembourser les frais de campagne. Je pense à toutes ces personnes, à ces 2980 hommes et femmes qui ont voté pour moi. Je ne les connais pas pour l'essentiel d'entre eux. Ils ont voté pour moi, ils ont pris mon bulletin. Parmi les 12 qui leur étaient proposés, ils ont voté pour moi pour un candidat indépendant de la droite. Ils ont écarté le vote utile. Ils savaient que les chances d'être au second tour
était faible, voire inexistante, et qu'ils l'ont fait quand même. Ils se sont déplacés, ils ont voté pour moi, pour cet homme d'honneur auquel ils croient et en lequel ils se reconnaissent. Qu'ils en soient infiniment remerciés du fond du cœur, ils m'obligent, et ils ne l'auront pas fait en vain. Qu'ils le sachent dès à présent, dans 5 ans, je serai à nouveau candidat et je gagnerai. Et je gagnerai. Donc en 5 ans, vous serez candidat. Mais justement, allez, pas de langue de bois. Vous étiez vraiment déçu, j'imagine. Vous pensez que vous allez être député. Non, pas sans investiture. Sans investiture, c'est impossible. Sans Mais investiture, ça, vous le dites aujourd'hui, mais sur le moment. Je crois très peu au miracle, Mike. Je crois très peu au miracle. J'ai trop peu vu de miracles dans mon existence par rapport à ce à quoi j'ai été confronté. En termes de drame, en termes de souffrance, en termes d'horreur. J'étais sur des théâtres d'opération. J'ai eu à vivre la souffrance et des situations dramatiques de très près. Ça vous donne quand même quelques certitudes, hein. Notamment le fait de ne vous bercer d'aucune illusion. Donc, Laetitia Moreau dit voilà, moi j'y croyais, voilà, elle y croyait. Donc voilà. ouais, je pense qu'au fond de vous-même, vous avez quand même dit tiens, et si je devenais député, j'imagine, vous ne dites pas non. Oui, ça aurait été quelque chose d'absolument extraordinaire, Mike, mais je ne l'ai pas été. Mais il y a quelque chose dans lequel je crois aussi beaucoup, c'est le fait de ne pas renoncer. C'est le fait de devoir encore apprendre, progresser. Ce n'est pas trouver comme disait Nietzsche, ce qui ne vous abat pas vous rend plus fort. Mais c'est que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Moi, je crois très sincèrement que je serais un meilleur député. À la destinée? Ouais, je crois beaucoup à la destinée, bien sûr. Alors, qu'elle puisse être, qu'elle ne soit pas. Moi, je me dis qu'au bout du compte, si je ne deviens jamais un représentant de ma nation, si je ne deviens jamais un élu du peuple, je serai devenu, quoi qu'il en soit, un homme meilleur. Moi, c'est ce qui me porte et ce sera déjà Mais pas justement, si mal. tiens, vous avez touché quelque chose. Est-ce que vous pensez apporter à la société autant, voire plus, sans être élu du peuple, sans être député, sans être maire, sans être conseiller municipal, etc. L'échelle est infiniment moindre. Vous pouvez apporter à la société, bien sûr, par rapport à votre cercle familial, par rapport à votre cercle amical, par rapport à vos employeurs, par rapport à tous ceux qui vous ont approché, au regard de votre vision des choses, au regard de vos convictions. Vous les portez de la même manière que chaque jour, quand j'interviens sur un réseau, j'influence les personnes qui veulent bien m'écouter, qui veulent bien entendre mon discours. J'exerce cette influence, mais à une échelle qui demeure ce qu'elle est, importante ou moindre. Moi, je crois profondément que quand on est un élu de la nation, la voix porte infiniment plus loin, infiniment plus haut. Et cela est quelque chose qui mérite qu'on s'accroche et qu'on persévère et qu'on essaie d'y arriver parce que la plus-value que l'on pourra apporter à la nation, à son pays, sera tout à fait autre. Et moi, je crois beaucoup en cela. Et si cela ne devait pas être, quoi qu'il en soit, à chaque fois que quelqu'un se dit, homme ou femme, cet homme a raison, je crois en lui, je crois en sa prise de position, parce qu'elle est argumentée, parce qu'elle est ancrée dans l'expérience, parce qu'elle s'appuie sur ce qu'elle a vécu, eh bien, j'en suis très satisfait et très heureux. Et ça n'est déjà pas si mal, Mike. Et quelle expérience en avez-vous tiré? J'imagine que vous avez pu voir l'administration de l'intérieur, les commissions de propagande, toutes ces choses-là très compliquées pour devenir candidat. J'ai une connaissance maintenant très aboutie de ces systèmes. Lorsqu'on a passé une élection aussi difficile que celle-ci, qu'on s'en est remis, on a fait une campagne très professionnelle avec agence de communication. J'avais un gros budget, j'ai eu beaucoup de donateurs et je les en remercie infiniment, qui m'ont donné plus d'une vingtaine de milliers d'euros de dons. Ça, c'est extrêmement important, hein. C'est venu de toute la France. Ça m'a beaucoup ému parce que nombre de mes lecteurs m'ont dit « Je ne peux pas voter dans votre circonscription, mais je crois en vous et je veux vous aider. » Moi, ça m'a ému aux larmes, hein. J'ai reçu des chèques de 50 euros, de 100 euros. J'ai une petite retraite, mais je veux que vous gagniez, je veux que vous ayez une chance. Et si ça peut contribuer par mon écho à vous donner une chance supplémentaire, je le fais. Moi, ça m'a beaucoup touché. Donc, on a fait des choses de manière extrêmement professionnelle. J'ai fait une année de porte-à-porte. J'ai dû distribuer à titre personnel une vingtaine de milliers de flyers moi-même. J'avais une équipe de 40 personnes autour de moi.
des lecteurs, des habitants de la circonscription qui m'ont dit mais on ne croyait plus en la politique, on n'a plus voté depuis des années et vous nous avez réconcilié avec la chose publique. On croit en toi, on croit en vous et on va se défoncer pour que tu puisses essayer d'obtenir des chances d'être élu. Et ça, j'en ai été extrêmement touché. Ça a été une campagne longue, difficile, âpre, mais extrêmement enrichissante. Aujourd'hui, on en sort beaucoup plus fort. J'ai été heureux de raconter cette épopée, cette aventure dans ce livre, Candidat libre, parce que rares ont été les livres qui ont raconté dans le détail ce qu'il en était de la volonté d'un homme à un moment donné de vouloir devenir représentant au sein de sa circonscription, sans mentor, sans appui, avec simplement comme arme sa volonté, sa notoriété naissante. Et je pense et j'espère que voilà, on en a vendu déjà plus de 4000, Mike, donc c'est pour un livre politique, c'est déjà très très bien et les retours de mes lecteurs sont extraordinaires. 10 fois plus que Emmanuel Valls. Oui, 10 fois plus qu'Emmanuel Valls, c'est exact. Et beaucoup de mes lecteurs me disent mais votre livre est absolument passionnant parce qu'on y découvre véritablement les arrières de la politique. On voit ce qu'il en est à l'échelon d'une élection nationale difficile et on apprend beaucoup sur le genre humain. Donc moi, ça a été déjà une très grande satisfaction. Et par contre, ça a nourri mon expérience et ça nourrira bien sûr mes chances de succès dans 4 ans. Et ma dernière question, mon capitaine, imaginons que une autre majorité, enfin un autre président est élu, enfin évidemment, un autre président sera élu parce que M. Macron ne veut pas cumuler 3 mandats, enfin théoriquement, et que vous devenez ministre. Quel ministère vous aimeriez avoir déjà, un? Et deuxième chose, quelle serait votre première décision? Votre grande décision même plutôt, je dirais. Le ministère qui aurait mes faveurs serait le ministère de l'Intérieur, naturellement. J'aurais pu hésiter avec le ministère de la Justice, bien sûr. Il m'aurait aussi beaucoup plu. Si j'avais été au ministère de la Justice, bien sûr, la construction de nouvelles places de prison, absolument fondamentale. La revalorisation de l'état des membres de l'administration pénitentiaire qui font un métier extrêmement noble, extrêmement nécessaire et qui sont si peu valorisés. Mais au sein du ministère de l'Intérieur, la volonté de réformer totalement le corps d'encadrement de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le corps des officiers. Ce serait ma première décision. Faire en sorte de réformer ce corps pour que les gendarmes et les policiers puissent se reconnaître dans leur chef, pour qu'ils puissent s'identifier à eux, pour que ces notions essentielles qui sont le propre du chef, qui sont la compétence, l'exemplarité, le courage et la considération des personnels puissent être mises à leur juste niveau, au plus haut niveau qui soit, pour qu'on puisse avoir des chefs dignes de ce nom en lesquels les personnels se retrouvent, qu'ils leur donnent envie de se dépasser, d'œuvrer. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, Mike. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui nécessite de refonder totalement ce qui est dispensé dans les écoles d'officiers, qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie nationale. Ce serait ma première décision. Merci beaucoup, mon capitaine. Alors, Merci, déjà, il y a la lettre de Géopolitique Profonde. N'hésitez pas, le mois de mai, c'est la lettre du mois de mai. Vous cliquez en description, il y a le lien. Donc voilà, la lettre de Géopolitique Profonde avec Laurent Ozon qui a écrit et M. Plaquevent. Et bien entendu, candidat libre. Voilà, candidat libre de notre invité, le capitaine Moreau. Voilà, je vous dis, j'ai lu d'une traite. Vraiment, vous apprendrez toutes ces choses sur ce qui se passe au sein de la politique d'une circonscription. Voilà, tous les couloirs. Quand on n'y est pas initié, c'est quand même excessivement intéressant. Merci à vous, mon capitaine. Merci, et Mike. vraiment, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Il faut plus d'hommes comme vous en politique. Ça, c'est Merci, évident. Mike. Merci beaucoup. Passez tous une excellente soirée et au prochain live. Salut, ciao.